Bienvenue à cette soirée de rentrée. Pas mal, il y a quand même un petit peu de monde. Il y a quelques nouvelles et quelques nouveaux qui viennent pour la première fois peut-être, si vous levez la main pour que j'ai une idée. Oui, il y a quelques-uns. Bon, eh bien, bienvenue. Du coup, normalement, on commence dans les temps parce qu'on est bon à la technique. Ce soir, on est un peu décalé. On commence par une petite demi-heure qui, du coup, va être un petit quart d'heure sur l'actualité apicole. Et puis après, il y a un thème qui est présenté jusqu'à 22h15, un quart d'heure de questions. À 22h30, on arrête. Et comme en début de séance, il y a une demi-heure où après, vous pouvez discuter entre vous. Ce soir, nous aurons deux thèmes. Nous aurons Florent qui va nous parler du repérage des nids de frelons asiatiques et nous avons Xavier qui est là derrière, qui va nous parler de l'hivernage des ruches en cave. Voilà, donc nous commençons sans plus attendre. Un petit retour sur ce qui s'est passé depuis la dernière soirée, donc du coup qui date. Au mois de mai, on était donc à Balma avec Jacques, que vous voyez ici, pour recevoir 5 ruches que le Rotary Club a offert à la ville de Balma, où on gère le rucher de la ville. Le Rotary a fait une opération nationale où ils ont vendu des rosiers, et avec l'argent des rosiers, ils ont acheté des ruches pour les ruchers de la ville où est installé le Rotary. Et ici, en Haute-Garonne, ils ont fait pour Balma. À Balma aussi, après, du coup, il y a eu la journée d'ouverture au public qui a rencontré un vif succès. Et puis, la semaine prochaine et dans 15 jours, il y aura les visites avec les scolaires. Gérard Filet, j'ai vu qu'il était là. Ce qui veut dire un petit mot du parrainage. Oui. Alors, vas-y, Gérard. Surprise. Non, les parrainages, alors, depuis le début de l'année, nous avons 10 entreprises qui nous sont intervenues pour nous aider à développer nos activités. Donc, effectivement, je vois qu'il y a pas mal qui sont sur les affiches. Et aujourd'hui, on faisait visiter au chez École pour nos parrains, justement, d'être un petit peu plus mal. Le rocher, on a fait des autres ruches, etc. Et puis on a fait visiter la ruche. Voilà. Et donc, l'idée, c'est surtout d'une part, c'est de capter ces parrains et puis de faire vivre en fait ce parrainage sur la durée, de façon à pouvoir amener des gens vers nous et puis surtout pérenniser la relation. Super, merci Gérard pour cette présentation préparée depuis une semaine. Pour ceux qui sont intéressés, il y a les inscriptions qui sont ouvertes pour la foire au miel, donc, qui se fera le samedi 5 novembre, place du Capitole. Si vous connaissez des apiculteurs, donc il faut qu'ils soient au moins semi-pro, qu'ils aient 50 ruches, ou si c'est votre cas, et qui sont intéressés, n'hésitez pas à en faire la publicité, puisque on a ouvert les inscriptions, la récolte n'étant pas faramineuse cette année, comme vous le savez. Il n'y a pas beaucoup d'inscrits, donc vous pouvez faire de la publicité autour de vous sur les marchés si vous croisez des apiculteurs qui seraient intéressés de venir place du Capitole le 5 novembre. Est-ce que Gérard, numéro 2, qui est devant, veut dire un mot? Gérard, il se lève. Ah oui, c'est mieux parce qu'en plus, vous savez, avec le micro, Stéphane vous entendra. Donc, il faut que tu restes proche de moi parce que c'est celui-là. Celui-là. Ouais. Mais je me celui-là. On se met à côté. Bonjour à tous. Bon, ben voilà, oui, la foire au miel se prépare difficilement puisque cette année, il n'y a pas eu beaucoup de miel. Donc, les inscriptions se font attendre. Mais enfin, je compte sur vous pour, tout autour de vous, solliciter les apiculteurs que vous connaissez pour qu'ils aillent sur le site et qu'ils s'inscrivent. Hein, voilà. Je renouvellerai aussi l'appel à bénévolat, mais ça, en fin de soirée, on va bloquer les fortes. Ouais, on verra ça en fin de soirée peut-être. Voilà. Pensez à la foire, pensez à venir vous aussi le 5 novembre au Place du Capitole, de 9h à 19h. Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la foire au miel, donc c'est un événement que nous avons lancé il y a quelques années, Place du Capitole. Le but, c'est de faire venir des apiculteurs semi-pro ou professionnels de la région pour leur permettre de toucher directement le public toulousain et vendre leur production. Et pour faire cette manifestation qui amène 10 à 15 000 personnes, on a besoin d'être 50 bénévoles. Donc du coup, on vous laisse réfléchir et à la fin de la soirée, on fermera les portes et vous sortirez petit à petit une fois que vous serez inscrit pour être bénévole.
Mais voilà, on a vraiment besoin qu'une équipe soit présente et on va commencer à y travailler là dans les prochains jours. Donc s'il y en a qui savent déjà que le 5 novembre, ils seront là, ou si vous avez une ou deux soirées d'ici le 5 novembre à pouvoir réfléchir avec nous et voir qu'est-ce qu'on peut organiser. Vous gagnez forcément un voyage en avion après, chez un apiculteur, un pays choisi par Gérard. Le rucher école, ça ne vous a pas échappé si vous avez reçu les mails cet été à déménager au mois de juillet. Donc un grand merci à ceux qui ont participé à ce déménagement, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour l'instant, nous n'avons pas trouvé de lieu secondaire. On a les ruches sur un rucher qu'on a à la Beige, où on fait la pollinisation du pastel. C'est là où on fait les activités de formation ou de réception que fait Gérard des parrains. Et donc après, on continue à chercher. On a quelques pistes encore à travailler dans les prochains jours avec le conseil d'administration, mais si vous avez des pistes, n'hésitez pas à les chercher et à essayer de nous trouver peut-être un lieu. Je sais que souvent, beaucoup ont des idées. Il nous faut des gens qui aillent jusqu'au bout de l'idée, parce que nous ne manquons pas d'idées, mais nous manquons de gens qui vont chercher jusqu'au bout l'idée et voir si c'est réalisable. Donc du coup, si jamais vous avez des pistes, n'hésitez pas à nous en faire part. Ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que dans le projet qu'on avait imaginé, que vous avez vu un peu à l'Assemblée Générale pour ceux qui étaient là l'an dernier, le projet étant ambitieux, les règles d'urbanisme étant compliquées, dans un premier temps, on se dit qu'on va prendre peut-être quelque chose d'intermédiaire et que on verra dans quelques années le temps de construire ce projet et surtout de trouver un terrain avec les règles d'urbanisme qui soient compatibles pour toutes les activités. Donc on cherche activement et on a quelques pistes et j'espère que le mois prochain on pourra vous en dire un peu plus. Dans la presse, il y a eu des articles sur le Congrès européen, je vais vous en parler, sur le changement climatique, les maladies et les parasites, et notamment vous avez peut-être vu le Aetina tumida, le petit coléoptère de la ruche, est arrivé à l'île de la Réunion, donc grosse alerte avec tout ce qui peut arriver de l'île de la Réunion. Normalement, tout est interdit dans les produits de la ruche et les essaims, rien ne peut venir de la Réunion. Mais voilà, il est arrivé sur le territoire national en Outre-mer. Et puis le frelon asiatique qui commence et la sécheresse qui a fait aussi des dégâts cet été. Du 20 au 23 octobre, c'est le congrès français d'apiculture qui est aussi cette année un congrès européen. C'est à Quimper, en Bretagne. Si vous souhaitez y aller, n'hésitez pas à m'en faire part à la fin de la soirée. On est déjà une quinzaine à y aller du syndicat. Donc comme ça, on pourra se retrouver là-bas et organiser peut-être une visite après chez un apiculteur ou autre pendant ce temps de congrès. Frelon asiatique et canicule, plusieurs articles cet été, dont des interviews que vous pouvez retrouver dans Actu Toulouse de notre secrétaire Stéphane Théron qui est ici caméraman ce soir. Patrick a trouvé un nid primaire, voilà. Ça c'était il y a quelques temps. Pour ceux qui n'ont pas vu à quoi ressemblait un nid primaire de frelon asiatique, ça ressemble à ça. On en parlera un peu après. Et puis ce mois-ci, 4 choses à faire en tant qu'apiculteur. Déclarez vos ruches. Vous savez que c'est à partir du 1er septembre jusqu'au 31 décembre qu'on déclare ces ruches sur le site du ministère de l'Agriculture pour l'année d'après. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est aussi maintenant, si vous ne l'avez pas fait, de faire les traitements anti-varroa sur vos ruches. Donc c'est vraiment dans les derniers jours. Là, il faut vraiment le faire maintenant, avant le mois d'octobre. Et puis si les ruches sont un peu faibles, c'est maintenant qu'il faut nourrir. Partout où il y a des abeilles sur les cadres, il faut qu'il y ait soit du couvain, du pollen ou de la nourriture. Si ce n'est pas le cas, il faut les nourrir et donner du sirop. Sauf si vous savez qu'il y a une mielée particulière, vous êtes dans une zone, je ne sais pas, où il y a du lierre par exemple chaque année. Mais sinon, il vaut mieux les nourrir maintenant pour éviter d'arriver à la fin octobre avec des ruches qui ont faim et de devoir les nourrir en permanence avec du candy. Des fois, s'il fait froid, le candy, elles ne vont même pas le chercher. Donc, il faut nourrir plutôt maintenant pour leur donner les capacités d'avoir une bonne génération pour l'hiver. Et puis, la 4e chose à faire ce mois-ci, c'est aider le syndicat pour l'organisation de la foire au miel. Mais ça, on en reparlera à la fin. Voilà pour moi, j'en ai terminé. Je laisse la parole à Florent qui va se présenter et que je remercie de venir, qui n'est pas apiculteur et c'est sa première soirée mensuelle. Bienvenue Florent. Merci. Bonsoir à tous.
Merci beaucoup déjà. Je m'appelle Florent Coletta. Je suis le fondateur d'une micro-entreprise qui s'appelle Intuit et qui a comme projet, comme vocation, de localiser les nids de frelons asiatiques. Encore une fois, merci de m'accueillir devant vous. Je ne suis pas apiculteur de formation. Ça fait 20 ans que je suis toulousain et j'ai commencé ma carrière en tant qu'ingénieur aéronautique, comme un certain nombre à Toulouse. Et il y a 2 ans, à la faveur de beaucoup de choses, j'ai décidé de changer complètement mon fusil d'épaule et changer de vie quelque part. Et donc je suis là pour vous parler d'un projet donc, qui a 2 ans, concernant la lutte contre le frelon asiatique et en particulier la localisation des nids. Je vais vous présenter un petit peu les origines, ce que j'ai fait au projet, là où j'en suis. Et puis l'objectif, c'est surtout de vous sentir libre de m'interrompre, de poser des questions. C'est une discussion, c'est pour que ce soit vivant. Ça va être relativement théorique et j'ai pas tant de photos que ça. C'est peut-être un peu dommage pour un certain nombre d'entre vous. Mais j'ai attaqué les essais il y a qu'une semaine là, enfin début septembre, avec l'arrivée du frelon asiatique. Bon, ben là, je suis un peu dans le dur, donc j'ai pu travailler avec Gérard pas mal et puis avec d'autres. Donc, je vais vous présenter le projet et surtout, n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions si c'est un peu trop théorique ou pas assez clair. Donc, ouais, fin 2020, une amie me dit « Ouais, j'ai des frelons partout chez moi, je peux pas profiter de la piscine. » Alors bon, vous avez sans doute d'autres préoccupations, on peut se dire pas peu cher, mais je lui dis mais trouve le nid, elle me dit je sais pas où il est. Et ça me choque parce que à l'heure où on est aujourd'hui avec les avancées de la technologie, de l'électronique et de tout ce qui existe, j'y crois pas sur le coup. Et en me renseignant, je me rends compte qu'il n'existe pas de solution quitte à ce qu'elle soit onéreuse, pour localiser sur un insecte aussi petit que le frelon asiatique, le nid source qui l'embête. De ça, la boîte dans laquelle je bosse en aérocool, un mal pour un bien, j'ai envie de dire. Ma femme me quitte, enfin non, elle me quitte pas, mais bon, elle change de vie, bref, on décide de s'organiser différemment, et je me mets à me passionner pour le sujet. On était fin 2020, et je me dis, je vais faire une puce que je vais accrocher au frelon asiatique. Quand il va rentrer au nid, je vais trouver le nid. Ça a la force de pouvoir éradiquer la source même de l'ennui, que ce soit pour des particuliers ou pour vous, apiculteurs. Et voilà, je passe 1 an et demi à travailler d'arrache-pied sur le projet. Et il y a quelques mois, je sors une puce, donc toute petite, 2 mm par 3 mm, qui fait 0,2 g, le poids d'une abeille, et que le frelon peut embarquer. L'objectif à ce moment-là du projet, et je vous avoue que c'est quelque chose qui est toujours en définition dans ma tête, c'est pas d'éradiquer le frelon asiatique en France ou en Europe. Enfin, vous le savez mieux que moi et vous le vivez tous les jours. Il est partout, il est installé. Par contre, moi, ce que je prétends pouvoir faire, c'est attraper les frelons, localiser les nids et détruire les nids. Et donc, établir des zones franches, plus ou moins grandes, soit autour de zones, entre guillemets, à risque pour les gens. Je pense à des crèches, à des zones urbaines, personnes plus âgées, ou pour vous, apiculteurs qui avez des ruches, vous savez beaucoup mieux que moi puisque je ne suis pas apiculteur, mais à force de voir, peu de ruches, grosse pression des frelons et risque de perte des colonies. Troisième objectif, d'obtenir de la connaissance sur le frelon asiatique. Je me rends compte depuis 1 an et demi qu'il y a beaucoup de littérature, beaucoup de théories, mais j'ai l'impression un décalage entre le terrain, ce que vous vivez tous les jours, et les papiers que je trouve pondus par certains chercheurs et qui semblent pas corrélés à ce que je vois que vous vivez.
Et donc ça, c'est un troisième objectif important du projet. Et enfin, le dernier objectif, c'est d'être capable de proposer une solution qui soit économiquement viable. L'objectif, c'est pas de dire, bah ouais, je peux trouver le nid de frelon, c'est 5000 balles par nid de frelon, et rouler jeunesse, ça servira à personne, et de toute façon, on sortira rien de tout ça. Mais d'avoir quelque chose qui soit efficace, peu cher, et qui soit du coup déployable. Et donc, depuis le mois de mai-juin, j'attends avec impatience les premiers frelons asiatiques pour tester ma solution. Alors, comment ça marche? Le principe sur lequel repose la solution, c'est qu'il y ait de la territorialité chez les frelons asiatiques, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de nids limités dans une certaine zone. Sinon, ça marche pas mon truc. Vous avez des ruches, s'il y a 150 nids autour de vos ruches, je peux en attraper 1, 2, 3, 4, je pisse dans un violon. Il faut que, et c'est l'expérience que j'en ai, qu'il y ait un nombre limité de nids autour dans une zone donnée, et que ces nids soient pas trop loin. On imagine bien que la solution va reposer sur une portée de détection. Ça, c'est des choses importantes parce que je pars sur ce principe-là. Aujourd'hui, je suis en train de déployer ma solution. Le but, c'est également de vérifier ces principes pour assurer qu'il y ait une utilité à ce projet-là. Comment ça marche? Le protocole, c'est assez simple. Gérard a pu le voir. J'attrape un frelon avec une épuisette. C'est con. Je l'immobilise. J'y accroche ma puce, donc avec une technique un petit peu particulière. J'en ai une sur moi, là, je pourrais vous montrer. C'est un truc, il y a un petit coup de main, il faut s'habituer à se faire manger un peu les doigts, mais après ça vient. Et ensuite, le frelon repart à son nid, avec cette puce qui va émettre un signal. Et ensuite, vient le travail de détection, donc soit depuis le sol, en triangulant le signal, en utilisant des sortes d'antennes qui me permettent de localiser le signal. Et donc, en développement aujourd'hui, l'utilisation du drone pour pouvoir couvrir la zone. En un mot, et c'est pas un secret, plus la puce est petite, moins elle va avoir de portée. Et pour résoudre ce problème de portée, j'utilise le drone, qui lui, en survolant à basse altitude, va me renvoyer les positions. Donc c'est ça un peu tout le secret de l'approche. Donc voilà pour l'ambition. Pour la petite histoire, j'ai passé mon permis de pilote de drone pour pouvoir faire tout ça. Et où j'en suis aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que je sais attraper un frelon en me faisant pas trop piquer. Je sais y accrocher la puce et il s'en va avec. Mais pour qu'il rentre au nid, j'ai encore un certain nombre de mésaventures. Il s'accroche dans les arbres, avec la puce qui le gêne. Des fois, il se bat avec la puce et il oublie de rentrer. Enfin bon, bref. Donc, aujourd'hui, le projet n'est pas fini et moi, je peux pas dire « Ouais, j'attrape un frelon, je trouve le nid ». Ce que je peux dire, c'est que j'attrape un frelon, je l'équipe, il part et là, je vais passer les prochains jours et les prochaines semaines à résoudre ce problème de rentrer au nid. La triangulation, ça, j'y arrive bien, puisque encore hier, les frelons se sont barrés, il a réussi à se détacher de la puce, et la puce, je l'ai retrouvée. Dans un fossé, je l'ai retrouvée, je me suis griffé des ronces de partout, mais ça, je l'ai retrouvée, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut que j'arrive à faire mes tests, des essais, jusqu'à ce que le frelon rentre au nid. Il est rentré 2 fois au nid, fin d'année dernière, avec une puce qui n'était pas celle-là, et 1 fois cette année. Mais j'ai un taux de réussite qui est beaucoup trop faible pour parler de projets qui fonctionnent, pour être honnête. Donc pour l'instant, j'ai mis la partie drone qui est prête à déployer, mais en attente, jusqu'à ce que j'arrive à assurer que ça fonctionne. Et derrière, pour pouvoir déployer la solution et voir que ça marche. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui du projet. Et si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que j'avais sollicité le syndicat, en fait, justement pour pouvoir faire ces essais, quoi. Moi, j'ai pas de ruche chez moi, je suis pas apiculteur, donc j'ai pas de frelons asiatiques. Et donc là, il faut que je me mette dans le dur,
parce que je sais que on peut faire toute la belle théorie qu'on veut. Il n'y a qu'un truc qui compte, c'est quand on va mettre les mains dans le cambouis et qu'on se rend compte les derniers éléments qui restent à résoudre, qui peuvent parfois être bêtes, mais pour que ça marche, il faut que ça marche du début à la fin. Et surtout qu'on ait un taux de réussite qui soit performant. Donc, si j'en reviens un petit peu à l'objectif initial, d'un point de vue technique, je suis content de moi. La manipulation des frelons ne pose pas de problème, ce qui était déjà un premier écueil à lever. Ça va vite, ça réussit à chaque fois, le frelon part et décolle. Là, je suis content. Maintenant, il ne reste plus qu'à ce qu'il rentre au nid. Donc moi, il me tarde déjà demain matin là, pour aller. J'ai refait des versions et pour aller réessayer sur d'autres frelons et voir si les évolutions que j'ai fait fonctionnent. Ce qui est sûr, c'est que, et ça c'est un dernier petit point, aujourd'hui je suis en mesure de produire mes puces à Toulouse, je produis tout à Toulouse, et c'est ça qui, je pense, qui est assez fort dans ce que je fais, c'est que pour pouvoir proposer une solution dont le coût soit réduit, et donc qu'on puisse partager localement, quoi. Et ça, c'est le point fort, c'est un élément important du projet, et je voudrais quelque part finir par ça. Moi, je suis pas Elon Musk, je veux pas foutre des puces partout, piloter par satellite et éradiquer le frelon asiatique dans le monde entier. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est proposer une solution locale, tester humblement sa performance technique, mais aussi la performance biologique, comment le frelon se comporte, quels effets ça a, est-ce que c'est vraiment bénéfique pour le milieu apicole, suivant le profil. C'est-à-dire que peut-être qu'un gros apiculteur qui a 500 ruches, c'est pas la même histoire qu'un qui en a 3 ou 4, à qui ça profite. Et l'objectif qui est clair pour moi, c'est que ça profite clairement au plus grand nombre. Et ça, c'est un point important par lequel je voudrais finir. C'est que l'objectif du projet, ce n'est pas de vendre honnêtement, je ne connais même pas les noms des grosses sociétés qui vendent du miel. Mais l'objectif, c'est que ça profite à ceux qui font vivre l'abeille partout autour de nous, localement, et qui permettent que ce tissu continue d'exister. Donc ça, c'est un message que je tenais à passer ici devant vous. Et surtout, du coup, n'hésitez pas à me solliciter. Aujourd'hui, clairement, moi, ma position, c'est qu'aujourd'hui, je ne parle pas d'argent. Je veux tester, je veux essayer, et je veux voir ce que ça fait. Et puis, si on peut discuter, si je peux venir essayer des trucs et puis voir dans le temps si ça fait quelque chose. Moi, j'en serais ravi. Et puis surtout, si vous avez des questions, parce que petit à petit, je commence à en manipuler des frelons, je commence à comprendre comment ça marche. Même si, très humblement, ça fait 2 ans que je suis dans le truc. Je vais pas vous dire que je suis un cadre du frelon asiatique ou un roi de l'apiculture, mais n'hésitez surtout pas à me solliciter. Je serais vraiment heureux de partager sur où j'en suis, de manière hyper ouverte. Là, il y a pas de pipeau, et je vous le dis, j'essaye d'être simple et de donner le maximum de visibilité sur ce que je fais. J'ai créé un petit site, il y a mon contact. Et donc voilà pour mon aventure. Merci beaucoup. Ouais. Une fois que vous avez trouvé où qu'est le nid, quand ils sont en haut dans les arbres, vous avez des solutions pour aller les déquier? Moi aujourd'hui, je me propose pas. Enfin, j'en ai détruit un l'année dernière, mais de manière un peu sauvage, donc ça c'est pas terrible. Mais ouais, avec une perche. C'est faisable, mais aujourd'hui, moi, je suis pas complètement habilité, j'intègre pas la solution, mais ça fait partie de quelque chose qui est prévu. Donc, je suis en train de me renseigner en ce moment pour voir qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour les sortir. Il y a beaucoup je sais pas si ça fait quoi ça. Il y en a qui parlent de l'utilisation du drone pour péter des nids dans les arbres et tout. Moi, j'y crois moyen, mais bon, c'est un point à regarder, quoi. Mais oui, je prévois de finir. Oui, pardon. Bon, félicitations. Ça a l'air hyper simple, mais pour autant, il n'y a personne qui l'a fait, donc ça ne doit pas être tant que ça. Moi, je voulais savoir, la plus grosse difficulté, c'est dans l'électronique, la miniaturisation, ou alors dans l'étude du frelon et finalement savoir comment on adapte l'électronique sur le frelon.
C'est quoi le plus dur? Alors pour moi, l'électronique, je vous avoue, au début, je me suis dit, je suis le roi de l'électronique, il n'y a pas de souci, ça va passer à l'aise. J'ai passé 1 an et demi avec beaucoup de bas, quelques hauts, et je pensais en 3 mois tomber le truc, et ça a été difficile, mais aujourd'hui, la partie électronique, elle est complètement maîtrisée de mon côté. J'ai plus de soucis là-dessus, mais c'était un enjeu assez difficile. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont un peu passionnés d'électronique, mais j'utilise un stade d'un transistor, enfin, c'est une propriété un petit peu particulière. Et bon, ça je le maîtrise et je produis une puce, à chaque fois elle marche, à chaque fois elle fait ce que je veux. Donc ça je sais le faire. Mais la plus grande difficulté aujourd'hui pour répondre, c'est de poser la puce sur le frelon et qu'il rentre au nid. Aujourd'hui il n'a pas l'air de vouloir rentrer au nid avec la puce. Donc c'est plutôt un point de vue biologique là qu'il faut que je résolve. Et là c'est ça ma difficulté. À quelle fréquence le système? 150 MHz. 150 MHz. Ouais, c'est autorisé. Quelle est la durée de vie de la puce, de la batterie? Alors, je peux jouer sur la durée de vie, car elle va émettre un bip. En fait, à une fréquence, c'est moi qui choisis. Plus je mets de bip, plus c'est facile à la détecter, parce que j'ai beaucoup d'informations, mais plus elle consomme de batterie. Donc aujourd'hui, mes puces, elles font entre 16 heures et 24 heures. Ce qui est suffisant pour que je les trouve. Mais c'est un paramètre sur lequel il faut que j'apprenne à travailler aussi, suivant la stratégie de détection. Un frelon asiatique qui rentre tous les soirs au nid, ma stratégie, ça peut être de poser plein de puces et de passer le soir pour venir cueillir les informations, auquel cas, j'ai pas besoin d'une très grande durée de vie. Si je décide de faire sur plusieurs jours, il faut peut-être moins de bip et plus de jours. Mais on est de l'ordre de la journée. Quel est le périmètre d'intervention d'un frelon? D'après alors ça c'est d'après la littérature et ce que j'en ai lu, c'est 1,5 km max. 99% du temps c'est moins de 700 mètres. C'est-à-dire qu'1,5 km, je sais pas trop ce que ça veut dire. En tout cas, ce que j'ai lu et j'ai contacté les mecs, ils m'ont pas répondu, c'est que personne n'a été foutu de me donner des sources de ces valeurs, si vous voulez. Parce que pour pouvoir faire vraiment proprement le travail, il faudrait justement être capable de pucer un frelon et d'être sûr du nid d'où il vient. Et donc bon, j'ai trouvé que en tout cas, l'information qui avait été transmise, les gens, ils l'ont fait un peu à l'aise. Donc aujourd'hui, honnêtement, moi, je remets quelques trucs en doute. Je pars sur ce principe-là et c'est ce que j'expliquais. J'espère justement pouvoir démontrer avec des chiffres et dire, voilà, X fois c'était comme ça, X fois c'était comme ça. On part sur 1,5 pour l'instant, mais j'ai aucune certitude. Le frelon n'est pas un animal nouveau. Il y a eu des millions en Chine, ils ont jamais fait d'études là. Moi, j'ai pas trouvé d'études. Après, je lis pas le chinois et j'ai lu beaucoup d'études françaises. Non, mais c'est bête, mais en fait, même en France, le frelon asiatique qui est arrivé, il y a eu un peu un branle-bas de combat. Mais finalement, dans la littérature, il n'y a pas tant que ça. On va recroiser les mêmes noms toujours. Il n'y a pas tant que ça de recherche. En Europe, c'est arrivé en France. Ça commence à monter. Mais donc, les autres voisins européens, finalement, ils sont en retard sur nous puisque c'est arrivé chez nous dans le Lot-et-Garonne. Bon, les Américains, ils sont emmerdés avec un autre frelon, et les Chinois, je ne sais pas s'ils se préoccupent tant que ça du frelon. Mais c'est une bonne question. Peut-être que je devrais m'y intéresser, je ne l'ai pas fait. J'arrive. Pardon, allez-y, madame. Vous avez pris contact avec la jeune femme qui enlève les frelons pour sa thèse sur les frelons? Non. Parce que c'est vous qui nous avez donné l'info. Moi, chez nous, elle est venue chercher des nids de frelons. Elle s'occupe autant des frelons asiatiques que des frelons européens. L'autre fois, elle a embarqué un nid de frelons européens et elle fait une thèse. C'est toi qui nous as donné l'info, hein? Donc déjà, ce serait un super contact. Il y a quelqu'un dans la région qui fait une thèse sur les frelons, qui enlève des nids de frelons, qui doit savoir quand même quelque chose. Donc ça fait déjà 1 an qu'on travaille dessus. Ouais, ce serait un très bon contact, je le prendrai avec plaisir. Après, l'enlevage du nid, c'est quand on l'a déjà trouvé. Oui, mais par exemple, je sais pas, pour moi, le frelon, il va rentrer que s'il est gavé. Donc peut-être qu'il faudrait aussi, en plus de votre puce, arriver à peut-être le gaver un petit peu pour qu'il ait envie de rentrer chez lui. C'est prévu demain matin. C'est pour ça qu'il me tarde. J'ai fait les essais, si vous voulez, ça a chier. Et c'est ce que j'ai prévu. J'ai prévu d'essayer de lui filer à bouffer. Ouais, c'est des bonnes questions. Un coup, il est rentré cette année, et l'année dernière 2 fois. Mais je connais pas le déclencheur. Et ça, c'est un excellent point. C'est un animal, ouais. S'il a quelque chose à donner à manger. Je le prévois demain. Après, en théorie, ils sont censés rentrer tous les soirs. Donc, une autre stratégie pourrait être de le relâcher en fin de journée. Mais, je vous parle, si vous voulez, encore de théorie, et j'espère peut-être
pouvoir revenir dans un moment et pouvoir vous dire plus de choses. Oui. Dans la mesure où la plupart des nids que vous allez trouver seront situés sur des propriétés privées, comment trouver le propriétaire du terrain qui n'est pas toujours évident? Comment persuader le propriétaire de détruire le nid? Et qui va supporter le coût de la destruction du nid? Ça, c'est un gros problème. La loi française, elle prévoit que le propriétaire est obligé de détruire le nid. Cette jeune femme les enlève gratuitement. Ça, c'est super. Sa thèse, donc, c'est gratuit. Il y a que la dame les enlève gratuitement. Enfin, pas madame, mais... Elle les a enlevés gratuitement, là, les nids. Pour sa thèse, elle les enlève gratuitement. Ouais, mais il faut pouvoir rentrer dans les propriétés privées. Ça, c'est une vraie question. C'est dans le point de vue. Lorsque vous êtes sur un bois, sur une surface, une grande surface agricole, c'est pas toujours évident de trouver. Oui, mais mes voisins, ils étaient super contents si qu'on vous enlève êtes pas. sur un lotissement, que la personne va vous dire à un moment, il ne gêne pas, ça faut que je paye la destruction. Oui, enfin. Ouais. Alors, la loi française prévoit que le propriétaire est obligé de le faire. Mais dans quelle mesure c'est applicable, etc. Mais ça fait partie des choses qui sont dans les objectifs du projet, qui sont des freins, c'est vrai, que j'ai identifiés, et qui pourront être une limite à là où on pourra travailler et là où ce sera déployable. C'est un excellent point. Au conseil régional, le frelon est parti dans une résidence, pouvais pas avoir accès, je me suis fait virer d'un parking quand j'ai essayé de passer. Si vous voulez, il y a, suivant les endroits et suivant les cas de figure, la question va se poser de la pertinence et de l'efficacité du plan. C'est vrai. Là, pour l'instant, j'en sais pas plus. Comment vous pouvez affirmer que le propriétaire du terrain doit éradiquer ce nid? Oui. L'enlever, l'éradiquer. Est-ce qu'il est obligé? Est-ce qu'il est obligé? Est-ce que c'est une obligation? Ouais, c'est ce que j'ai lu. Parce que le maire de Toulouse, il se déplace. On peut lui faire les lettres qu'on veut, des trucs qu'on veut, il se dépasse pas. Mais si vous voulez, je vais prendre le point. Je suis... j'ai pas sorti l'article, mais c'est ce que j'ai lu ça, que c'était obligatoire parce que c'est une classification, je sais pas quoi, et que c'est obligatoire de la part du propriétaire. Mais l'application de l'obligation, elle pose problème, ouais. Ça va dépendre de la volonté de la localité de faire appliquer le truc. Enfin, c'est vrai que mais ça fait partie des limites en fait. Et peut-être je vais finir par ça parce que j'ai pris beaucoup de temps. Mais oui, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de limites à ce projet qui est en ville, qui est l'application de l'enlevage des nids, qui est potentiellement... moi je sais pas, mais si mes frelons, j'enlève le nid et ils se remontent 3 semaines après, on voit bien que l'intérêt il est relatif, etc. Donc ça fait partie des points que je compte lever dans mon projet et éventuellement appuyer, c'est-à-dire que de dire, on en est là, ça marche, et en plus, voilà le cadre qui nous permet d'espérer que ce projet soit utile. Et pour être transparent, j'espère de tout mon cœur qu'il soit utile, mais pour l'instant, je reste humble devant la réalité du terrain et la réalité aussi de notre manière de vivre ensemble. Merci beaucoup, Flora. Du coup, tu as une heure, je te précise. Super. Et voilà. Une heure, ça sera suffisant. Pour la technique. D'accord. Donc, en plus, pour la présentation de ma propre personne, simplement de 30 à 60 ans, j'ai été biologiste en recherche médicale, en génie génétique, avec un collègue qui est là d'ailleurs, qui m'a aidé pour l'expérimentation. Et j'ai fait aussi en finale de la bioinformatique. Donc, j'ai un petit bagage au niveau biologique qui m'a permis de monter cette expérimentation dans des normes correctes au niveau protocole scientifique. Donc, il a marqué sur le site que c'était l'hivernage en cave. En fait, c'est l'hivernage artificiel. Il y a 3 possibilités d'hiverner les abeilles. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais simplement lancer la première vidéo, qui est une présentation. Le travail que j'ai fait date depuis 2 ans. Donc, j'ai fait un déruche test de 2020 à 2021. Et j'ai lancé une expérimentation au niveau national qui a marché. Vous allez voir, il y a eu 30 apiculteurs au total. Et donc, on a des résultats maintenant au niveau national de l'intérêt de mettre les ruches en hivernage artificiel à l'abri du soleil l'hiver, en fait. Donc, on va d'abord lancer la vidéo. Donc, là, pour 7-8 minutes. Attention, ça va assez vite. Il faut être concentré. On fera une pause et on fera des questions par rapport à ça. Toulouse, bonjour.
peut-être un peu fort, non? C'est pas un peu fort. C'est pas un peu fort? La mortalité des abeilles. Alors, ça s'appelle l'hivernage. Avant de vous donner un peu les résultats les premiers résultats ça va? de cette étude, Ça va? consiste finalement, Xavier? Si vous voulez, moi je suis agriculteur. J'étais agriculteur quand j'étais jeune, entre 20 et 30 ans. J'ai connu les Italiens il y a 40 ans. J'ai repris, j'ai changé de métier, j'ai travaillé en recherche médicale. Et j'ai beaucoup aimé la retraite. Et je me suis aperçu qu'il y avait des mentalités à moi. Je n'aurais jamais eu à 40 ans. Je me suis dit la différence. La différence pour moi c'était les températures d'hiver qui sont beaucoup plus douces actuellement. Et qu'est-ce que, justement, le fait que ces températures à l'hiver soient plus douces, ça entraîne quoi, justement, par rapport à la veille, et en quoi ça fait monter sur la mortalité? Simplement parce que, comme les abeilles sont prévues génétiquement pour vivre plus longtemps l'hiver, pour vivre l'automne, de naître avec plus de pêches, et donc elles sont prévues pour vivre en léthargie, c'est-à-dire à l'intérieur de la ruche sans sortir pendant le Covid, pour se vivre comme ça pendant 6 mois. Pas grand chose. Je vais essayer un peu, c'est trop fort, je peux rien faire. C'est mieux là. Vous entendez mieux là? Ça va mieux là? Et donc, la qualité, parce que en sortant, les élites avaient du justice sur la presse qui ressemblait à ce journée en folie là. Et ensuite, le deuxième facteur, c'est que, comme il y a du retour, la reine continue à pondre. Et donc, il y a beaucoup plus de pondre l'hiver qu'avant. Et donc, ça donne la porte ouverte au varroa, qui est un paradis du poulain. Et du coup, leur prolifère, et ces deux facteurs font qu'il y a plus de mentalité pour et après ça, bien sûr, les pesticides. Bien sûr, ouais. Mais vous avez remarqué en tout cas, notamment, ces deux aspects qui sont un peu plus méconnus, peut-être. Alors, du coup, vous avez décidé de faire une sorte d'hiver forcé, un petit peu, de les mettre justement l'hiver forcé. Et à 30 degrés, et qui contrôle. Donc je me suis fait la même chose, mais ce sera plutôt pour protéger les abeilles du jour, contre le froid, comme font et la deuxième chose, c'est que moi j'y fallait sortir de temps en temps pour éviter qu'elles puissent sur leur besoin. Et voilà, donc j'ai mis en place. Ça dure comme ça, je sais pas si ça dure toute la vidéo comme ça, si t'es par téléphone, c'est pas terrible. Ouais. Ça vaut le coup. On peut la laisser. Je pense parce que c'est vraiment avec les PowerPoint, c'est très clair si tu veux. Le texte s'appuie sur les vidéos. S'il lit ça, je comprends l'essentiel en fait. Sinon, ça va me prendre beaucoup plus de temps. Et alors aujourd'hui, vous cherchez d'autres agriculteurs pour réaliser une expérience à plus grande échelle, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que je suis
je suis continué scientifique, je travaille en recherche en génie génétique, et donc en exploitation aussi. Et donc j'avais pas tellement, par exemple, pour le rejet, c'est super de l'exceptionnalité, mais ce n'est pas le seul facteur. Je mets avec mes vérifications dans de grands rayons, donc s'il y a des fleurs, elles ont profil en totalité. Il y a déjà ça, et ensuite je les ai bien suivis, c'est-à-dire j'ai évité toute fleur, j'ai suivi un instrument, j'ai bien suivi, j'ai évité alors que je ne plus faire un plus haut de temps, et je me dis ce qu'il fallait pour ne pas le faire. Donc j'ai fait un suivi des années. Et ensuite, il y avait une autre chez moi, des champs qui étaient en culture conventionnelle, c'est des randonnées, tout ça, qui sont venus en friche, donc j'ai eu que cette fleur en friche. Et puis c'est pas exactement la proportion du bénéfice de la végétale, j'ai jamais fait en disant, autant de bien pas. L'entretien appelle l'océan pour les agriculteurs qui nous écoutent sur ce radio. Je donne le mail sur lequel ils peuvent justement vous joindre, c'est le rocher de Cantelbrie, orange.fr, c'est bien ça? C'est ça. Et ben voilà, le rocher de Cantelbrie, orange.fr, oui. Alors je voudrais juste dire que pour l'expérimentation, j'ai eu une rencontre avec énormément d'agriculteurs, parce que depuis l'année dernière, je fais des apprendre, ça essaie de faire des agriculteurs. On peut rentrer dans l'expérimentation sur l'ensemble des œuvres artificielles. Donc le premier, c'est la mise en place dans un garage. J'ai une agriculteur qui avait pas peur, il m'a pas dit ce que je peux faire. J'ai dit, on a décidé de faire quelque chose qui est complètement intuitif en fait. On a dit, tu essaies de mettre des ruches qui sont dans un objet normal, mais tu mets un trait dehors et tu mets un peu de soleil. Donc après ça, il y avait 7 ruches. Elles sont plutôt portées sur du feu de Dieu. C'est la troisième, c'est quoi? La troisième, c'est simplement pour ceux qui ont chez les agriculteurs professionnels qui ont des tracteurs, c'est plus simple. Et les deux qui sont transformants, c'est-à-dire que le rocher se transforme en or. Et les abeilles encore sur le soleil, ils sont pas soufflés par le soleil. Mais ils font quoi il n'y a pas de chaîne de lumière qui rentre. Et ça marche parce qu'il y a une grosse expérimentation qui a été faite pendant 3 ans. Ils ont comparé les deux choses sur le critère de par rapport à notre produit. Mais par contre, ils se sont dit qu'il n'y avait pas de chien. C'était simplement en 3 ans et qu'il y avait moins d'avoir plus de récolte et ce chien était sur la sort. C'est déjà sûr vérifié. Mais si on reste sur plus vraiment, ça va. En tout cas, on peut aller sur le site internet, on peut aussi vous envoyer un mail, le coach de Cantelbrie, orange.fr, je le dis, merci d'avoir été avec nous ce matin sur ce genre d'agriculteur à Toulouse. Merci. Bon, excusez-moi, j'avais jamais testé sur une telle baffe. J'ai pris une grosse baffe en fait. Le son est très très mauvais. Avec le casque, ça passe bien, mais là, bon, avec les vidéos, avec les diapos, je pense que vous avez quand même compris l'essentiel du but de cette expérimentation. Ah donc, avec une grosse pub, j'ai réussi à avoir donc ça. Pardon, on va continuer. Voilà. Donc, il y a eu au total plus de 47 apiculteurs qui étaient inscrits en début d'hiver. Mais sur ces 47 apiculteurs, il n'en est resté que 30 parce que il y en avait qui ont eu des fortes mortalités à cause du varroa. Et j'avais mis dans le protocole, s'il y a trop d'infestations par varroa, on peut pas rentrer dans le protocole parce qu'on peut pas sauver des ruches qui en octobre ont 50% de varroa c'est impossible. Et ensuite, il y en a d'autres qui ont essayé la mise en cave, mais ils n'ont pas suivi le protocole. Dans le protocole, c'était très clair, et surtout, j'avais bien averti, il faut que la cave soit moins de 10 degrés, il faut qu'il y ait l'obscurité complète, totale, et il faut que les ruches restent ouvertes. Il y a certains apiculteurs qui ont tenté, malgré ces trois-là, ils avaient un peu de lumière, ils avaient fermé les ruches, et la température était à 13 degrés. Donc, il y a 7 apiculteurs qui ont dû abandonner l'expérimentation parce qu'ils ont eu des dégâts, parce qu'ils n'ont pas suivi le protocole. Ils espéraient que ça marcherait, mais ça n'a pas marché, malgré que je les avais prévenus. Donc, comme on voit, j'ai eu de la chance. Il y a eu sur les 30 apiculteurs qui sont restés, qui ont vraiment participé et donc donné des résultats. Ça s'est bien réparti sur toute la France. Et donc,
bon échantillon pour voir l'effet de ces 3 modes d'hivernage artificiel au niveau de la France entière, aussi bien en latitude qu'en altitude, parce qu'il y a des ruchers qui étaient à 1000 mètres et d'autres ruchers qui étaient à 2 mètres. Alors, la durée d'hivernage était préconisée de 70 jours. Par rapport à la cave, il y a des apiculteurs qui m'ont dit, moi je suis à très haute altitude, je suis dans le Jura, donc 70 jours c'est pas assez. Si je veux voir quelque chose, pour préserver mes abeilles, ben, est-ce que je peux les mettre plus longtemps? Je dis, bah allez-y. Et donc c'était jusqu'à 150 jours d'hivernage, hein, 150 jours. Et au Canada, ils les isolent du froid, eux, en les mettant dans des silos qui sont des frigidaires à grande échelle, jusqu'à 4000 ruches dans un même silo. Et pendant 5 mois, donc ça pose pas de problème en fait, on le savait déjà. La seule chose, c'est que la peur qu'on avait au départ, c'est est-ce qu'il y aura le fait de mettre ces ruches en hivernage artificiel, donc dans le froid et peut-être dans l'humidité d'une cave ou dans un rucher au nord, peut-être trop humide, est-ce que ça va amener de la nausémose, de la dysenterie? Et donc par précaution, j'avais demandé aux apiculteurs de sortir les ruches au moins toutes les 3 semaines, une fois, une journée, qu'il fasse pas trop chaud pour pas que les abeilles soient tentées de butiner pour commencer une ponte. Et voilà. Et en fait, donc ça s'est bien passé. Alors au total, vous voyez en haut, il y a marqué 620 ruches au total en fait. En fait, je me suis aperçu très vite qu'il y avait, pour pas qu'il y ait de biais dans l'expérimentation, au niveau des résultats sur l'étude de la mortalité globale entre les ruches témoins et les ruches essais, je me suis dit, il faut éliminer toutes les ruches qui sont mortes ou qui vont mourir d'une cause qui n'est pas dépendante de l'hivernage. Et donc, il y avait 2 causes qui étaient indépendantes de l'hivernage. La surmortalité due au varroa, dû à un nombre de varroa trop important dans la ruche, et la deuxième chose, simplement, l'orphelinage. C'est pas parce que vous mettez en cave qu'il va y avoir un miracle, que vous allez avoir une nouvelle reine. Hein. Donc, bref, donc j'ai supprimé de 620 ruches. Il y avait 20 ruches qui ont été décrétées avec des problèmes de reine, donc orphelines, et il y a eu 77 ruches qui sont mortes du varroa. D'accord. Je ferai un petit état des lieux de ce qui a amené l'expérimentation par rapport aux produits versus par rapport au varroa, aux différents produits utilisés contre le varroa. Donc en fait, il reste à peu près 250 ruches, 500 et quelques ruches dans l'expérimentation, en éliminant ces mortalités anormales qui ne correspondaient pas à un risque possible avec la mise en hivernage artificiel. Ça va, vous me suivez là, c'est clair? D'accord. Je suis pas sûr de bien comprendre la différence entre les ruches entrées au nord et les ruches au nord. Les ruches au nord, c'est les ruches placées dans un versant au nord qui ne voient absolument pas le soleil. Ces ruches en plus au nord sont tournées vers le nord, occultées. Donc l'occultation a deux effets positifs. Le soleil ne rentre pas. Il faut savoir que l'hiver, à partir de 8 degrés, si le soleil rentre fort dans la ruche, les abeilles sortent. Les abeilles, elles sortent, elles vont un peu loin. S'il y a un nuage qui passe, il y a 5 degrés qui tombent, l'abeille ne revient pas. Vous la perdez. C'est pour ça que c'est important actuellement, ces problèmes-là. Donc la ruche entrée au nord, c'est dans votre rucher. Vous tournez votre ruche de 180 degrés, vous la protégez du soleil pour pas qu'elle soit réchauffée. Vous occultez l'entrée pour que le vent ne le refroidisse pas. Vous prenez pas de risque que le vent ne refroidisse la ruche en rentrant par le nord, le blizzard, on va dire. Et donc, voilà la différence entre entrée au nord et rucher au nord. Donc, c'est clair maintenant? Bon. Voilà. Donc, pour avoir... vous avez vu, peut-être, c'était très rapide la première vidéo, mais pour avoir la possibilité sur autant de ruches de faire des statistiques probantes, il aurait fallu que tous les apiculteurs se mettent à une méthodologie scientifique que j'avais défini au niveau du protocole. C'est-à-dire avoir une méthode qui permet de bien suivre les colonies au niveau des quantités d'abeilles. Donc c'est la méthode Cole-Eval, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez peut-être entendu parler. C'est une méthode qui est très facile à apprendre et qui est extrêmement performante. Vous avez à 5 à 10% près, exactement en utilisant cette méthode, qui est très visuelle, la capacité de définir la quantité d'abeilles adultes, la quantité de couvain et la quantité de miel que vous avez dans votre ruche, à 5 à 10% près. Allez voir sur le site, le logiciel Cantrugil, il y a des vidéos pour vous expliquer comment marche cette méthode Cole-Eval, et il y a des vidéos, il y a une page du site qui définit, qui dit, c'est à l'INRA de l'Avignon qu'ils ont défini ça, et c'est libre droit, vous pouvez accéder sur ce site à l'apprentissage de la méthode Cole-Eval. Et ensuite, il fallait
Pour mesurer le varroa, la méthode préconisée toujours en expérimentation apicole, qui est le prélèvement du covin. C'est sur le prélèvement du covin, mâle ou d'abeille, qu'on a vraiment l'assurance d'avoir un chiffre sûr de la représentation de la quantité de varroa que vous avez dans votre ruche. Les autres méthodes sont bonnes, mais par moment, elles sont déficientes. Je ne vais pas entrer dans les détails, ça serait trop long. Hein. Voilà. Donc, en définitive, il y a eu très peu de témoins homologues. Témoins homologues, c'est-à-dire une ruche comparable. Pour pouvoir faire des stats, il aurait fallu qu'il y ait une ruche essai et correspondante à une ruche témoin, versant sud, qui ait les mêmes caractéristiques. Voilà. Et malheureusement et heureusement, la majorité des apiculteurs qui sont participés, il y a eu que 3 professionnels avec énormément de ruches qui ont participé, mais tous les autres, c'était des petits apiculteurs. Donc, ils n'avaient pas assez de ruches pour avoir des témoins homologues fiables. Et ensuite, la majorité, ils disent, j'en ai marre de perdre des ruches, je crois à votre idée, je mets tout en cave, je mets tout en entonnoir, point barre, puis on verra bien. Donc, du coup, je me suis retrouvé avec des chiffres difficiles à extraire pour faire une étude statistique soignée. Mais, cependant, il y en a quelques-uns qui l'ont fait, et ça donne des bonnes vues. Et au niveau global, quand on compare l'ensemble des ruches essais et l'ensemble des ruches témoins, il y a des choses qui sortent, vous allez voir. Je découvre avec vous, en fait, tout à fait en bas. Ça fait 3 jours que je suis au courant des derniers résultats, et j'en suis pas revenu, et vous allez voir que c'est du pain béni pour moi, en fait, pour ce soir. Voilà. Donc, ce qui était important quand même, c'est de savoir est-ce que l'hiver allait être aussi rigoureux que les précédents. Il faut savoir que le cycle du soleil, il monte, la puissance du soleil monte pendant 5 ans et redescend pendant 5 ans. On était en bas, et vraiment en bas. Là, en 2019, il a fait très chaud l'hiver. Il y a eu des pissenlits tout l'hiver. J'ai perdu mes 3 ruches, et c'est ça qui m'a déclenché l'idée de faire l'expérimentation. Je me dis, c'est pas possible de perdre 3 ruches. Elles étaient des essaims de l'année, elles étaient puissantes. Il y avait pratiquement pas de varroa. Elles sont mortes parce qu'elles se sont dépeuplées à sortir. J'allais tous les 3 jours. Et en février, il restait un petit ballon de volleyball, de handball, même plus petit, de ruche, dans la ruche. Il y a eu un grand coup de froid. Mes 3 ruches sont mortes de froid parce qu'elles s'étaient dépeuplées à sortir. C'était ça. Donc il fallait quand même, pour l'expérimentation, qu'on vérifie si l'hiver était rigoureux ou pas. Et donc, voilà, donc j'ai mis quelques détails des apiculteurs qui avaient pris les températures. Pour ma pomme, en 2020, quand j'ai fait l'expérimentation, sur 70 jours de mise en cave, à l'extérieur, il y a eu 47 jours au-dessus de 12 degrés. Donc si j'avais laissé à l'extérieur, elle serait sortie 47 jours. Cette année, il n'y en a eu que 30. Donc l'hiver était beaucoup plus rigoureux, mine de rien, et sur l'ensemble de la France, on a un été extrêmement chaud, mais on a eu un hiver très rigoureux. Et donc on n'était pas sûr qu'on ait des résultats performants, en fait, à la fin. On se disait, est-ce que on va voir quelque chose, puisque les abeilles restaient dehors, eh ben, elles ont eu froid, donc elles sont dans des bonnes conditions d'hivernage. Donc, alors, la première question, comme je vous disais, qu'on se pose qu'on s'est posée, c'est la crainte de la nosémose. Et donc, en définitive, il n'y a pas de problème. Comme vous voyez sur les chiffres, il y a eu sur les 243 ruches essais, il y a eu juste 3 cas de nosémose, 2 anodins, c'est-à-dire et qui ont été déterminés par l'apiculteur qui connaissait, c'est un des apiculteurs pro. Il a dit c'est simple, j'ai eu des cas de nosémose cette année. C'est indépendant il l'avait pas mis en cave, il l'a mis qu'entrée au nord. Il m'a dit c'est indépendant de trucs, c'est simplement parce que j'ai mis sur le sapin qui est connu pour donner mener des risques de dysenterie de nosémose. Et il y avait une seule ruche qui est morte de nosémose, c'était sur 17 ruches du même rucher il avait tout mis au nord. Pardon. Il y a eu une seule ruche qui est morte, et il m'a dit, je sais pourquoi, elle était dans un endroit tellement humide que j'aurais jamais dû la mettre là, voilà. Bon, c'est une des ruches qui est morte sur l'expérimentation. Donc, on est rassuré, vous pouvez recommencer l'hivernage, ou vous y mettre, si vous êtes persuadé à la fin de mon exposé que c'est intéressant, il n'y a pas de risque de nosémose. Évidemment, il ne faut pas les mettre dans un rucher au nord, sous des sapins pleins de mousse, hein, évidemment, on est bien d'accord. Alors, les données, chaque apiculteur devait remplir 2 fichiers de données que j'avais, avec l'aide de Mouna qui est une personne qui m'a aidé aussi.
j'avais créé des fichiers Excel bien verrouillés de façon que personne ne puisse remplir des cases n'importe où, n'importe comment. J'avais mis des valeurs limites, etc. Et donc il y avait, voilà, ça a donné ça a une partie du fichier. C'était des fichiers assez longs, donc il y a beaucoup d'apiculteurs qui sont pas rentrés parce qu'ils ont dit oula c'est trop long, alors que en fait c'est pas à pas, c'est à remplir sur 6 mois, c'était pas long du tout en fait. Mais bon, ça fait peur à certains, c'est normal. De ces deux fichiers inscription et de données, Tanguy, mon ancien prof de bioinformatique, et quand je lui ai parlé de l'idée, est-ce que tu peux m'aider? Tout de suite il a dit oui, donc il a écrit les premiers programmes pour sortir les données du fichier Excel pour les mettre dans un tableau récapitulatif sur lequel on pouvait travailler pour comparer les données. Alors, bon. Donc au début, je me disais merde, on n'a pas assez de ruches avec des témoins homologues, on va pas pouvoir sortir quoi que ce soit de quelque chose qui va être probant. Si, en fait, je me suis dit, ben, il faut regarder sur l'ensemble. Sur les ruches essais, donc 243 ruches, il y a eu 2 mortes. Une de la nosémose qui aurait jamais dû mourir s'il n'avait pas fait sa ruche, et une autre, l'apiculteur a dit je sais pas. Donc voilà, il y a eu 2 mortes, d'accord? Sur les ruches témoins, il y en a eu 20. Et il n'y a pas de biais. C'est-à-dire que c'est pas 15 ruches sur le même apiculteur qui a une maladie. Non, c'est une ruche ou 2 par-ci par-là chez tous les apiculteurs. Donc ces chiffres sont crédibles. Voilà. Sur les ruches témoins homologues, il y en a déjà d'ailleurs 2 qui sont mortes, parce que je ne sais pas exactement, mais elles sont mortes. Ni du varroa, ni d'orpheline. Hein. C'est toujours pareil dans ces ruches. Dans ces chiffres, j'ai exclu toutes les mortalités indépendantes de la mise en hibernation. Donc, pour moi, j'ai fait des bons comme ça, j'étais content. Comme tout, j'ai dit, putain, wow, là, j'ai quelque chose à montrer qui a du sens. Donc, ça sauve des colonies l'hiver, de les mettre à l'abri du soleil, du réchauffement climatique, en fait. Tout à l'heure, dans l'exposé, il parlait, les ruches sont menacées par le réchauffement climatique. Oui, on en a la preuve maintenant, et en faisant ça, vous allez sauver beaucoup de vos ruches. Alors, comme j'ai dit, il y a 7 apiculteurs, je ne vais pas revenir dessus, qui ont eu des problèmes de mise en cave, et donc ils sont sortis en expérimentation parce qu'ils n'ont pas tenu compte des critères que je vous ai dit tout à l'heure. Hein, je ne vais pas revenir là-dessus. Tous les apiculteurs qui ont utilisé la cave ont dit c'est incroyable la vigueur et la vitalité des abeilles. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. La vidéo, à un moment donné, j'avais sorti pendant donc en 2020-2021, les ruches, je les avais sorties par précaution au moins tous les 15 jours. En fait, j'ai pas pu le faire parce qu'il a fait tellement mauvais pendant un certain temps que j'ai des fois sorti au moins tous les mois, d'accord? Mais quand elles sortaient, vous avez vu, c'était incroyable. Ça me rappelle il y a 40 ans. Il y a 40 ans, j'allais voir mon rucher tout l'hiver. Bon, ben ça sortait pas que dalle. Et puis un jour, il faisait beau. Et là, c'était la fête. C'était incroyable. Oh. Je suis un émotif. Hein. Bon, bref. Et donc, là, j'ai pas de chiffres vraiment sûrs sur ces colonies, parce que la majorité avait tout mis en cave, ils en avaient marre de perdre des abeilles. Donc, j'ai des évaluations, en fonction les apiculteurs sont des gens, des observateurs, ils ont leur manière de voir les ruches. On peut pas dire que ce sont des gros nuls qui ont dit n'importe quoi. C'est pas du tout le cas, d'accord? Et donc, d'abord, ils ont tous été convaincus. Il n'y en a pas un qui a dit que la mise en cave n'était pas intéressante. Il n'y en a pas un, sauf il y en a un qui a eu un des problèmes sur la mise en cave. Alors, ça s'explique tout simplement parce que il avait 2 couples de ruches, essais témoins. Le premier couple n'était pas valide, j'avais pas fait attention. Les ruches, les abeilles, les reines n'étaient pas on n'avait pas l'âge de la reine. Donc, de toute façon, celle-là, j'aurais pas dû la laisser rentrer dans l'expérimentation, j'aurais dû la sortir avant qu'elle rentre. D'accord? Et la deuxième cas, il était dans un endroit très froid, il a fait, je sais plus dans quel département du Nord, et donc la ruche extérieure, ces 2 ruches étaient très puissantes. La ruche extérieure, ayant profité qu'il a fait froid à cet endroit-là, eh ben, elle s'en est bien tirée et a bien mieux redémarré, puisque dès qu'il y a eu un rayon de soleil, elle a commencé à faire du couvain. Avec la ruche en cave, il a attendu pour la sortir plus longtemps. Et donc, du coup, lui, pour cette ruche-là, le témoin était mieux parti que l'autre. C'était normal.
Et donc tous m'ont dit, on recommence l'hiver prochain. Même celui qui n'était pas convaincu, il m'a dit, je suis pas convaincu, mais je suis sûr que si l'hiver est trop doux, ça va me convaincre. Donc il l'a fait. Il allait les remettre en cave. Les ruches entrées au nord. Ah donc la problématique par rapport aux ruches entrées au nord, c'est quand on la tourne de 180 degrés en une seule journée, est-ce que les abeilles vont retrouver et est-ce que je ne vais pas en perdre? Eh bien non, il n'y a aucun souci. Il y a pratiquement sur les 100... J'oublie le nom, 130 ruches entrées au nord, je crois, mais exactement, je ne me rappelle plus de ces eaux-là. Il n'y a eu aucun cas de mortalité importante. Il y a eu un apiculteur qui a eu sur une ruche quelques abeilles qui ne sont pas rentrées. Et j'ai demandé quel temps il faisait quand vous avez tourné la ruche. Ben, il faisait le plus froid possible, j'ai choisi une journée le plus froid possible. C'était l'erreur. J'avais oublié de préciser, et ça c'était ma faute, qu'il fallait tourner les ruches un jour où il fait assez beau pour qu'elles ne puissent pas s'engourdir et qu'elles retrouvent au bout d'une heure ou deux quand même l'entrée. Voilà. Donc si vous voulez tourner vos ruches entrées au nord, il faut simplement les tourner un jour de beau temps quand vous les tournez vers le nord. Donc évidemment, comme l'hiver était plus froid, les résultats sont un peu plus mitigés que par rapport à la ruche en nord, où il y a vraiment une différence entre la mettre carrément au nord, en cave à 10 degrés, et la laisser à l'extérieur, où le soleil chauffe un peu, où la température chauffe un peu. Et donc il y a eu, surtout pour les ruches dans les hautes latitudes ou hautes altitudes, moins de différence. Hein. Cependant, là, il y a eu quelques témoins chiffrés, et là, donc vous voyez, c'est mitigé. Là, sur le premier, j'en ai pas beaucoup, malheureusement, des trucs vraiment chiffrés. Donc sur cette ruche, ça a très bien marché, il y a 35% de plus de population. Mais sur l'autre cas, sur cette ruche, il n'y avait pas de différence significative au niveau de la population. Et là, il était dans le doups quand même, donc il fait assez chaud, froid quand même. Hein. Donc il n'avait pas trop de différence. Par contre, quelque chose que je n'avais pas anticipé et que j'aurais dû anticiper, parce que moi je connaissais un apiculteur à l'époque, mon cousin en Haute-Savoie, et j'aurais dû me rappeler de ce qu'il m'avait dit. En fait, pour les ruches où il y a eu de la neige, les ruches mises au nord ont été sauvées. Ces deux apiculteurs ont eu entre 2 mois et 2 mois et demi de neige. Quand vous laissez votre ruche vers le sud, avec la réverbération, la luminosité est telle que les ruches, ils m'ont dit, elles commencent à sortir à 8 degrés. Mais ils les voyaient mourir. Ils les voyaient mourir sur la neige, les trucs. Et donc là, il y a eu, pour ces deux cas-là, vraiment un bienfait. Donc encore un avantage de mettre les ruches entrées au nord, c'est les endroits où il y a beaucoup de neige. Et mon cousin me disait, je m'en suis rappelé qu'après, en fait, mon cousin il disait, moi, l'hiver, il avait des ruches 12 cannes parce qu'il passait longtemps sous la neige. Je n'enlève surtout pas la neige. Je me remets de la neige tant qu'il y a de la neige pour cacher l'entrée, pour que les abeilles ne sortent pas. Et donc, je le savais, mais j'avais oublié, en fait. Donc encore un avantage de mettre les ruches entrées au nord. Donc au niveau de l'évaluation, quand même, tous recommence l'année prochaine parce qu'ils sont sûrs que si l'hiver est vraiment chaud, ils auront bien fait de le mettre entrée au nord. Donc, pour les ruches versées au nord, là, il y a eu surtout les professionnels. Hein. Il y a eu 3 apiculteurs professionnels qui ont mis les ruches au nord, dans les versants nord. Hein. Et là, c'est pareil. Donc, tout à l'heure, il y avait le même apiculteur qui était dans le Jura, avait mis des ruches. Lui, au début, il voulait mettre... Il m'a dit, je suis convaincu que votre truc va marcher, j'en suis persuadé, je mets tout. Toutes mes ruches, j'ai dit, attendez, putain, mais faites-moi 5 témoins. Et heureusement, il les a fait. Et du coup, j'ai des chiffres qui sont parlants. Que ce soit pour lui, avoir mis entrée au nord ou au nord, ça a été bien bénéfique pour la reprise des colonies. Au printemps, en plus, il avait de la neige. Donc là, ils sont unanimes, hein, les 4 qui ont mis les ruches au nord, ça a très bien marché pour eux. Et tous vont recommencer, les 3 apiculteurs professionnels vont le faire sur toute la ruche cette année. Il y en avait un qui avait fait sur 35 ruches sur 250, cette année, il m'a dit, je fais tout. Entrer au nord ou au nord. Alors très rapidement sur le varroa, je vais aller très vite parce que ça va. Donc j'en ai profité pour faire des statistiques sur
je n'avais pas obligé les personnes de traiter le varroa à ma manière, c'est-à-dire pas de traitement du tout. D'accord? Je vous expliquerai dans la discussion plus tard, si on a le temps. Parce que c'est pas le but vraiment de l'expérimentation, c'était un plus. D'accord? Et donc, tout simplement, là, en fait, on va retrouver ce qu'on trouve au niveau national sur les grandes études qui ont été faites, en fait. Donc, ça prouve que mon échantillon est valable, en fait. Mine de rien. Donc, si vous ne faites aucun traitement et si vous ne faites pas de technique biotechnique, c'est-à-dire si vous ne supprimez pas le couvain de mâle ou si vous ne supprimez pas le premier cadre de couvain après une longue absence de ponte de la reine, ce qui est une très bonne chose, je l'ai vérifié plusieurs fois, vous avez sur le site, j'ai fait un film sur les ruches test. Pendant les 6 mois d'été, je me suis occupé d'enlever le couvain de mâle et tout ça, et vous allez voir, le taux de varroa, nickel, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mâle. Après, il monte, bien sûr. Avec le thymol, on voit que sur ce petit échantillon, ça marche très bien. En fait, dans la réalité, statistiquement, on dit que le thymol a une efficacité de 80%. Donc là, sur le petit échantillon, ça a bien marché, mais la réalité est autre. Et là où j'ai une surprise, mais en posant la question, je sais pourquoi, sur les apiculteurs qui traitaient à l'acide formique seul ou à l'acide oxalique seul, ils ont, les 2 plus gros apiculteurs de ces deux classes d'utilisation de produits. Le premier, sur 122 ruches, il y a 120 ruches au même apiculteur, il a eu 20% de mortalité cette année. Ça fait 5 ans qu'il traitait à l'acide oxalique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une contre-sélection du varroa, et dans son rucher, ces varrois sont devenus résistants à l'oxyde oxalique. Pour la forme, je me suis trompé. Pour l'acide oxalique, il y avait un autre apiculteur professionnel, un des gros apiculteurs, qui avait traité qu'à l'acide oxalique. Lui, il avait 160 ruches, hein, il les a pas toutes mis à l'expérimentation. Il a eu 13% de mortalité. Lui aussi, il traitait avec un seul produit depuis 4 ou 5 ans, donc il a créé des résistances au varroa. Le varroa était une sale bête qui est capable de s'adapter à tout. Il y a plein de molécules qui ont été mises en vente, qui ont été retirées parce qu'elles ne servent plus à rien. Le varroa est complètement résistant. Et actuellement, il faut savoir que pour la mitrase, sur l'échantillon, avec la mitrase, c'est le produit qui marche encore le mieux, hein, ça c'est sûr. Surtout que la majorité des apiculteurs en mettent tout l'hiver. Ils en remettent au printemps, ils en remettent à l'automne, et donc ils créent on a eu une communication du GDSA de 31 qui nous a dit attention, on voit des apiculteurs qui ont des résistances, qui ne traitent à la mitrase et qui ont des résistances à la mitrase, ça apparaît, et donc la mitrase d'ici 5 ou 10 ans ne sera plus efficace et on sera dans la bon. Et donc il y a même aussi des ruchers qui étaient traités systématiquement acide oxalique et mitrase de la même manière pendant plusieurs années. Et là aussi, il y a un taux de mortalité. Même à 2 produits, le varroa est capable de devenir résistant. J'en arrête là pour le varroa. Donc à la mi-avril, déjà, on pouvait avoir une idée précise de l'intérêt de mettre les ruches en cave vis-à-vis de la mortalité. 10 fois moins de ruches mortes en dehors des ruches mortes du varroa et orphelines. Donc les chiffres sont là. Hein. Tous les apiculteurs, à leur manière, à la façon d'observer, on arrive à la conclusion que c'est intéressant à le faire et tous vont recommencer. Tous. Donc je ne reviendrai pas, je viens de le dire là, c'est pas la peine. Troisième partie, alors là, c'était pour moi, je me disais, tous m'avaient dit, nous, si on sauve nos ruches, on va les multiplier, quoi. Donc je me dis combien de ruches il va me rester pour la récolte. Donc là, j'étais mal. Et j'ai eu les résultats finaux il y a 3 jours. Donc je découvre presque avec vous les résultats. Alors, il y a eu, depuis avril, 18 ruches qui ont eu de l'expérimentation qui sont mortes. Il y en a 10 qui sont mortes, alors que je me mélange pas les pinceaux. Orphelines. Les reines étaient vieilles, elles sont devenues orphelines. Il y a eu un remérage qui n'a pas marché, elles sont devenues orphelines. Donc il y a 10 qui sont mortes pour ça. Il y en a 2 qui sont mortes. Ah oui, il y avait un apiculteur qui était hyper content de sa mise en cave. Il avait eu 2 ruchettes en super état, dans un pays bien froid. Il les a sorties début avril. Il m'avait dit, super, elle marchait tout. Le 15 avril, moins 15,
les 2 ruches sont mortes. Donc là, c'était indépendant de la mise en cave. Et surtout, il y a eu 6 ruches qui sont mortes sur 2 apiculteurs différents. Le rucher a été décimé, les ruches témoins et les ruches essais, par du désherbant. Les ruches tout autour de tous les deux m'ont dit, on a eu tous les champs étaient désherbés, il y avait des fleurs, et les 2 ruchers ont été... Donc voilà, 136 ruches divisées. L'apiculteur qui avait le plus de ruches, les 130 ruches, moi c'est je ne sais pas combien qui étaient morts du varroa, il a tout divisé, son métier c'est de vendre des essaims. Donc, voilà, donc il en vit, donc il a dit, l'année prochaine je promets, j'en ferai 5 témoins, j'irai jusqu'à la récolte. Bon, c'est trop tard, hein, parce que je recommencerai pas l'année prochaine, je vous le dis tout de suite, c'est trop de boulot. Alors évidemment, le deuxième retour du volet, c'est que les ruches sortant tellement fortes de l'hivernage, qu'il y en a qui se sont fait distancer. Bon, quand un essaim veut partir, la reine veut partir, vous pouvez faire ce que vous voulez, elle va partir. Il n'y a rien à faire. Mais il y en a quelques-uns là, sur ces essaims, qui ont attendu un peu trop longtemps. Ils ont fait la visite ils n'ont pas fait la visite tout de suite, et les essaims sont partis. C'est très bien parce que j'avais une apicultrice qui n'est pas là ce soir, malheureusement, elle était de la Haute-Garonne. Elle avait une seule ruche entrée au nord. Elle y a fait 3 essaims successifs. Le premier essaim a fait un autre essaim. Elle m'a dit, c'est une bombe, cette ruche, c'est une bombe. Le fait de l'avoir mis entrée au nord, c'est une bombe. Et donc j'en ai profité, elle m'a donné 2 essaims, parce que moi j'avais eu de la mortalité sur mes ruches. Donc c'était bien. Et là, jackpot, depuis ce week-end, 51 ruches ont été menées jusqu'à la récolte. Et donc là, j'ai eu des chiffres avec des comparatifs crédibles entre des ruches essais et des ruches au nord ou des ruches entrées au nord. Il n'y en avait pas de ruches qui étaient comparatifs avec des ruches en cave et des ruches témoins, il y en avait plus, on va dire. D'accord? Et là, eh ben, ils sont tous les deux, ils m'ont dit, mais c'est incroyable, on a une récolte sur les ruches essais de 30 à 50% supérieure. Pour une période comme cette année, où ils ont dit on n'a pas fait une très bonne récolte, mais sur les ruches essais, on avait 50%, il y en a un, il avait 50% de mieux, une demi-hausse de plus. Il avait une hausse et une demi-hausse sur la ruche, alors que sur les autres, il avait à peine une petite hausse, quoi. Donc ça marche. Ça marche. Même jusqu'à la récolte, vous avez un effet bénéfique de cette mise en hibernation rigoureuse qui permet de retrouver ce qui est génétiquement programmé chez les abeilles, se mettre en hibernation, s'économiser, manger la graisse, rester groupé et donc ressortir quand il fait beau avec la patate pour aller recueillir les fleurs. Au Canada, ils font 5 mois en cave et je me disais, là, tout à fait au début, je me disais, ils ont des récoltes extraordinaires. Et c'est pareil. Du moment que vous les mettez en hivernage artificiel, eux ils le mettent pour le protéger du froid, parce qu'il fait moins 20, moins 40, hein, des fois. Donc c'est bien de les mettre dans leur silo, il fait 5 degrés, donc ça va bien. Et donc on se retrouve avec les mêmes résultats qu'au Canada. Moi, sur mes 4 ruches test, il n'y en a pas une n'est morte. Elles avaient très peu consommé, elles sont reparties du feu de Dieu, et j'ai fait 60 kilos de miel par ruche l'année dernière. La moyenne nationale était de 20 kilos. Donc je me disais, bon, j'ai de la chance, il n'y a pas beaucoup de concurrence autour, mais en fait non. Là ça prouve que ça marche et que ça perdure jusqu'à la récolte. Après, tous de toute façon, qui n'avaient pas de témoins, m'ont dit, mais il y en a un qui m'a dit, moi j'ai commencé l'apiculture, ça fait 6 ans que j'essaie d'avoir de récolte, j'ai pas de récolte. Et cette année, il en a eu. Il a mis toutes ses ruches entrées en or. Et cette année, pour la première année, il a une récolte. Voilà, donc je ne vais pas le reprendre, j'ai déjà détaillé. Hein. Donc l'artificiel, l'hivernage artificiel, maintenant, c'est avec les chiffres qu'on a qui sont crédibles, ça prouve qu'il y a vraiment un intérêt à le faire. Par contre, sur le varroa, je n'ai pas de chiffres parce que peu d'apiculteurs ont fait le prélèvement du couvain. Donc je n'ai pas de chiffres réels, mais tous sont persuadés que c'est une bonne chose. Surtout parce que j'avais préconisé, pendant la durée de l'hivernage, quand vous mettez en cave ou quand vous mettez entrée au nord, la reine se met en hibernation. La ruche se met en hibernation, il n'y a pas de couvain ou très peu de couvain. Dans la cave, il n'y a pas de couvain du tout. Moi, j'ai vérifié même, j'ai visité les ruches
Alors, la lampe infrarouge, je l'ai mis la ruchette dans une pièce chauffée à 22 degrés. J'ai visité la ruche en milieu de l'hivernation à la lampe infrarouge. J'ai passé tous les cadres, tout doucement, très vite. Et il n'y avait pas de couvain. Je peux vous certifier qu'il n'y avait pas de couvain. Ça marche. Et donc, je ne peux pas affirmer. Dans le protocole, j'avais quand même préconisé une deuxième chose. Je veux vous en parler parce que c'est important au niveau du varroa. J'ai trouvé sur une publication oh, ça va, j'ai encore un peu de temps. Donc, j'ai une publication sur un site d'apiculture bio de 1989, des gens qui se posaient la question comment on peut lutter contre le varroa. Et il y avait dans il y avait toute sur le site, vous avez la référence de cet article. Et il y a plein de trucs incroyables qu'on a oubliés, qu'on peut utiliser contre le varroa, en fait. Et il y avait 2 Russes qui avaient essayé simplement une chose. Ils avaient eu un essaimage artificiel, normal, naturel, la reine s'était remémérée, et ils se sont dit, au bout d'un mois, les varrois, ils vont se précipiter sur le premier cadre pour pondre, c'est sûr. Le varroa passe 80% de son temps dans le couvain, c'est là qu'il se multiplie, c'est là qu'il fait l'orgie, hein, et donc c'est là qu'il vit. Et donc, le premier cadre de couvain, ils ont enlevé le premier cadre de couvain, ils ont compté les trucs, ils avaient 44% d'alvéoles pleines, avec au moins un varroa, d'accord? Ils ont enlevé ce cadre, ils l'ont supprimé. Ils ont regardé les cadres adjacents, un mois après, ils n'avaient plus que 4%. Donc en supprimant le premier cadre de couvain de votre ruche après une absence de ponte de la reine d'au moins un mois, vous mettez tous les varrois phorétiques sont rentrés pour pondre et vous éliminez 90% des varrois sans traitement. Je l'ai fait sur plusieurs ruches et ça a marché. Moi, j'ai eu, sur la ruche la plus infestée, j'avais 30%. J'ai enlevé ce cadre et 2 mois après, j'avais que 3%. Donc, j'avais réussi à juguler le varroa. En plus, j'ai supprimé le couvain de mâle cette année-là sur les 4 ruches test. J'ai enlevé tous les 21 jours le couvain de mâle. Il faut enlever un demi-cadre. Au moins. Si vous enlevez qu'un quart de cadre, ça suffit pas. J'ai fait le test. Il faut enlever au moins un demi-cadre. Donc, vous mettez tout simplement un cadre de hausse à la place d'un cadre. Et spontanément, elles vont faire, quand elles reconstruisent les abeilles, au mois de juin, elles font du couvain de mâle. Toujours. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça, c'est dans leur gène. Et donc, il y a la place, elles font du couvain de mâle sur votre couvain. Vous attendez 21 jours, vous regardez de temps en temps pour voir dès que c'est pondu, 21 jours après, vous l'enlevez. Pourquoi 21 jours? Parce que le mâle va naître au bout du 24e jour, donc il faut enlever le couvain de mâle avant que les varrois se naissent. D'accord. Et donc, moi, j'ai fait ça la première année, 4 fois. C'est-à-dire que j'étais même, quand il y avait 2 hausses ou 3 hausses, j'enlevais les 3 hausses, et j'allais chercher mon couvain de mâle. Et j'allais détruire mon couvain de mâle. Et j'ai eu mon taux de varroa qui a duré sur 4 ruches à fin août, il était entre 1 et 2%. Donc ridicule. Donc ça marche extrêmement bien de la suppression du couvain de mâle, mais il faut le faire au moins 3 fois. Voilà. Cette année, j'ai la preuve du contraire. Cette année, j'ai eu des essaims tardifs. Ils n'ont pratiquement pas fait de mal. Je n'ai pas pu supprimer de couvain de mâle. Et à l'automne, j'ai eu une ruche qui a 30% de varroa, une autre qui en a 10 et l'autre 3 ou 4, d'accord? Et donc, le fait de ne pas avoir supprimé le couvain de mâle fait que le varroa s'amplifie. Tant qu'il y a du couvain, le varroa, la population de varroa se multiplie par 2 tous les 20 jours en moyenne. Donc ça va très 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 vite. Si vous êtes très infesté au printemps, c'est pas la peine, elles vont pas passer fin juillet. Hein. Vos ruches, elles auront peut-être chopé une virose, elles auront tellement des ailes déformées que ça marchera plus, quoi. Donc il faut vraiment surveiller le varroa. Et la suppression du couvain de mâle, il y a une vidéo spécifique sur le site où je montre ça avec des graphes et tout ça, l'étude sur le varroa, sur ces essaims-là. Et avec des courbes, et j'explique, c'est marrant parce que je vous la recommande parce qu'il y a 4 ruches, 4 histoires complètement différentes, même assez loufoques. J'ai découvert des moyens d'encager la reine, sans le vouloir. Je vous en dis pas plus, allez voir la vidéo, d'accord? Voilà. Donc j'ai fini pour la présentation. Donc évidemment, j'ai beaucoup de remerciements parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont participé, qui m'ont aidé, notamment Eric, qui est là. Un des biologistes, c'était mon ancien chef au boulot. Et quand j'ai proposé de m'aider à relire les protocoles pour les valider, il n'a pas hésité une seconde. Voilà.
Ensuite, évidemment, j'ai eu énormément de contacts avec les apiculteurs. J'ai réussi à passer, j'ai pas demandé. Il y a quelqu'un un journaliste qui l'a mis dans le chasseur français. Moi, j'ai eu dessus des coups de fil de personnes qui n'avaient pas Internet, qui ne pouvaient pas connaître l'expérience. Et ils m'ont appris des choses. C'était extraordinaire, extraordinaire. Il y en a d'autres qui sont mis d'ailleurs, qui étaient du chasseur français, qui sont mis à l'expérimentation. Et après, j'ai eu des contacts avec Jean Riondé, ils étaient un peu sceptiques au début, autant que Jean Riondé qu'Olivier. Au début, écoute, comme tout le monde en pense, les abeilles, le soleil, la chaleur, quoi de mieux? Eh ben non, l'hiver, c'est négatif. Voilà. Et maintenant, c'est prouvé. Mais très vite, il a changé d'avis. Dès que j'ai envoyé les premières vidéos des abeilles qui sortaient quand on les mettait de la sortie de la cave devant, très vite, il a changé d'avis et tout de suite, il m'a dit on va faire une vidéo, on va faire passer un article sur l'abeille de France et tout ça. Donc, il a très vite compris que c'était bien, quoi, en fait. Et Jean Riondé aussi. Jean Riondé, au-dessus, il m'a dit vous rigolez, la mortalité des ruches, c'est le varroa, point barre, quoi. Et c'est parce que c'est complètement contre-intuitif ce que j'ai fait, en fait. C'est complètement contre-intuitif, mais ça marche. Voilà, j'ai fini pour la présentation. Alors, le Canada, ils mettent 6 mois. En Haute-Garonne, vous conseillez combien? 3 mois attendez, je vais lancer la vidéo, là. Le PowerPoint. Tu le lances en automatique, le diaporama, j'ai réglé déjà, là. Normalement, j'ai programmé chaque truc. Donc là, vous allez voir défiler des témoignages d'apiculteurs qui ont participé, avec leur façon de voir et comment ils ont fait, et ce qu'ils ont obtenu. On peut avoir des questions pendant ce temps, et si vous regardez de temps en temps, si ce que je dis vous ennuie, vous regardez, c'est mieux. Voilà, vous faites comme vous voulez. Il y a beaucoup d'informations, mine de rien, là-dessus. Donc il y avait quelqu'un qui posait une question, oui. Si au Canada, ils le font pendant 5 ou 6 mois, en Haute-Garonne, vous considérez quelle est la bonne durée? Alors, la bonne durée, quelle que soit votre position, en latitude, en altitude, la bonne durée, c'est quand vous avez commencé à avoir suffisamment plus de mielés, vous rentrez vers le nord, et vous les retournez vers le sud, 15 jours avant la première mêlée importante de là où vous êtes. Donc, certains apiculteurs les ont mis 150 jours, d'autres apiculteurs l'ont mis 46. Voilà. Donc, ça dépend de votre endroit. Ça, il faut que vous connaissiez un peu ce qui marche chez vous. Voilà. Oui. Par rapport à, est-ce qu'il y a une étude, mais par rapport à la race, est-ce que la noire, par exemple, qui aurait tendance peut-être à sortir plus tard, est-ce que ça... Alors, non, si vous voulez, moi j'espérais avoir beaucoup de ruches avec des reines différentes et tout ça, et que je pourrais sortir de la suite identique. Voilà. J'ai pas pu le faire parce que j'avais pas de témoins homologues, c'était pas dans les clous au niveau scientifique, entre guillemets. Par contre, moi, ce que je peux vous dire que l'abeille noire est une abeille qui s'arrête très vite de pondre à l'hiver, d'accord? Et à une longue période sans pondre. Moi, j'avais une colonie vous allez voir la vidéo que j'ai faite très précise sur l'hivernage de mes 4 ruches test. J'ai 4 types d'abeilles, de reines différentes, enfin 3 en fait. Une abeille noire, qui est vraiment l'abeille noire, et j'ai découvert par hasard que l'abeille noire avait une mémoire extraordinaire par rapport aux autres abeilles. J'ai découvert à une sortie, l'abeille noire est capable de se souvenir d'un lieu 35 jours après. J'avais sorti mes ruches à un endroit précis de la cave. 35 jours après, je les ai sortis ailleurs, parce que pour la télé, c'était mieux de les mettre au soleil. Et ben, 35 jours après, les abeilles noires retournaient à l'endroit où je les avais mis 35 jours avant. Les autres, non. L'abeille noire a une bien meilleure mémoire, par exemple. Et donc l'abeille noire, pour moi, est la meilleure parce que elle pond aussi bien que les autres. Elle n'est pas plus agressive. L'agressivité des abeilles vient... Bon, elles sont plus susceptibles, les abeilles noires, c'est vrai. Mais l'agressivité des abeilles vient de la façon dont vous les visitez. Si vous laissez déborder, si vous les contenez pas, sans beaucoup infumer, il faut pas beaucoup infumer, mais il faut toujours enfumer suffisamment pour que les abeilles ne sortent pas la tête. Parce que quand elles vont sortir la tête, et que vous les laissez faire, parce que vous pensez que vous pouvez le temps, elles se reprennent de l'oxygène,
elles se disent « Oh putain, il n'y a pas le feu, c'est ce con-là qui nous emmerde » et ils vous sautent dessus. Donc il faut, la majorité des abeilles agressives, c'est parce que les apiculteurs n'ont pas fait ce qu'il fallait. Je vais faire une vidéo là-dessus pour expliquer justement, parce que j'avais l'apicultrice qui était avec moi dans l'expérimentation, je vais visiter ses ruches, moi je travaille sans rien. Je vais visiter ces ruches, je sors de la voiture, j'étais à 10 mètres de la ruche, blim, 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 blim. J'ai dit, d'accord, qu'est-ce que tu fais à tes abeilles pour qu'elles soient aussi agressives? J'ai dit, bah, je sais pas, moi, je fais comme on m'a dit, ouais, ok. Alors, elle utilisait comme enfumoir le truc qui fait pas de chaleur et qui, avec les petits grumeaux, d'accord? Et là, il sortait que dalle. J'ai dit, mais elle est où la fumée? Bah, ça, c'est un truc de vapeau, c'est pas la fumée de l'apiculteur. Il m'a dit, moi, je travaille avec ça. Et je dis, bah, tu les enfumes pas assez, et donc elles sont agressives. J'ai récupéré des essaims chez elles. Je peux vous dire que les essaims étaient agressifs, hein. Au bout de 3 mois, la façon dont je les ai traités, en surveillant le truc, c'était fini. J'ai pu me redéshabiller quand je les visitais. Donc, l'agressivité des abeilles vient de la non-compétence de l'apiculteur qui les maltraite. Il faut leur faire croire qu'il y a le feu, mais pas qu'il y a danger. Et donc, il faut toujours les enfumer légèrement, très régulièrement, au-dessus des cadres, mais jamais dans la ruche. À chaque fois que je visite un cadre, je repose, j'enfume, et ainsi de suite. Si je fais un prélèvement de couvain, pendant le prélèvement, j'enfume. Mais les abeilles ne sortent pas le truc comme ça pour voir ce qui se passe. Elles sont pas maltraitées parce qu'elles ont à peine, la fumée ne rentre pas. Ça parfume pas le miel. D'accord? Oui, donc je parle beaucoup, je laisse pas le temps aux questions. Alors, oui. Alors un apiculteur qui a participé, si vous voulez discuter avec lui de son point de vue tout à l'heure. Alors moi j'ai fait l'expérimentation, j'avais été surpris par la date d'entrée en cadre de ruche. Je trouvais que c'était le 25 novembre, il me semble. Oui. Et donc ça faisait une sortie tôt, c'était le 5 février je crois. Et moi mon expérience d'apiculteur n'est pas très grande, mais moi je trouve que la vie de la ruche l'hiver, le moment le plus délicat, c'est souvent la sortie d'hiver. C'est là? À la sortie d'hiver. Oui. C'est-à-dire on a toujours des moments où il commence à faire beau, de plus en plus tôt, même en janvier, parfois en février. Et puis après on a du mauvais temps qui revient, et puis on a une reprise et ainsi de suite. Et donc je vois bien que la ruche parfois démarre extrêmement bien, et puis elle n'a plus rien à ramasser. Et donc je m'étais dit dans l'expérimentation, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de les mettre plus tard en cave pour les sortir plus tard? C'est-à-dire éviter peut-être le mois de février qui est quand même souvent un mois qui peut être très bon, mais le mois de mars qui est souvent très compliqué. Oui. Et donc voilà, éviter ce mois-là. Alors, moi, la réponse que j'ai, c'est celle-là. C'est pour ça que j'ai fait préconiser ça en Haute-Garonne. C'est que même s'il risque d'avoir un mauvais temps en mars, en avril, par exemple, hein, comme il a eu il y a 2 ans, l'année dernière, eh ben, il faut quand même les sortir et leur donner à manger. Parce que si vous les sortez pas assez tôt, elles vont pas avoir le temps de se développer, d'être suffisamment puissantes. Il faudra les aider, les surveiller. C'est-à-dire les nourrir, les pousser à la ponte, éventuellement leur redonner du sirop plus compact si elles manquent de trucs, mais il faut les sortir quand même assez tôt, sinon elles n'auront pas le temps d'être suffisamment puissantes pour les grosses mêlées qui vont arriver plus tard. Donc il faut quand même les sortir. 70 jours, c'est suffisant pour avoir le bénéfice de la mise en hivernage artificiel, et c'est pas la peine de laisser plus longtemps. Sauf dans les régions où justement il fait froid très longtemps, où il n'y aura pas de première mêlée. Je vous dis, il y a des apiculteurs qui l'ont laissé 150 jours. Alors il y avait un apiculteur, juste une anecdote, qui avait mis en cave, il avait mal au dos, il a dit, les Canadiens ils ne les sortent pas pendant 5 mois, moi non plus. Donc pendant 104 jours il les a laissés, 104 jours dans sa cave, il les a pas sortis, pas de nosémose, pas de problème, super récolte, il était hyper heureux. Et en plus, il n'avait pas eu mal au dos. Donc, voilà. Alors, ce que je préconise, moi, si vous faites la ruche en cave, ou les entrées au nord, ou le rucher au nord, il y a un traitement qui marche très bien, c'est l'acide oxalique, à condition qu'il n'y ait pas de couvain. Donc, on faut profiter, et la majorité des apiculteurs qui ont dit 5 survoies contre la lutte de varroa ont fait cela à la mi-temps, au moins 21 jours après l'entrée
en hivernage, c'est-à-dire à la fin de couvain, 21 jours après, puisque le couvain qui a été pondu avant d'être mis en cave ou tout ça, va naître au bout de 21 jours. Vous traitez le mieux à la moitié de l'hivernage, vous n'aurez pas de couvain, vous traitez une fois l'oxyde oxanique, et là, vous allez faire un carton au niveau du varroa. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je préconise de sortir quand vous êtes en cave au moins une fois, à une journée assez chaude, mais pas trop, parce que sinon, elles vont se mettre à butiner et pondre le jour même. Ça m'est arrivé sur mes ruches test, donc je sais de quoi je parle. Malheureusement, à la 5e sortie, il a fait, le matin, il a fait moins 5 degrés. Moi, je me suis dit, il ne fera pas fait chaud l'après-midi. Quand j'ai sorti les abeilles, il faisait 22 degrés l'après-midi, et j'ai vu rentrer du pollen. Je dis, oh putain. En fait, ça m'a aidé, en fait. Parce que je les ai remis en cave, et du coup, elles ont pondu ce jour-là, et suffisamment pour avoir un premier cadre, vraiment sans avoir d'autres cadres. Donc elles ont pondu, c'est ce que je vais faire pour mes ruches cette année, que je vais mettre en cave, toujours. Je vais les sortir 10 jours avant la dernière sortie, avant la sortie définitive. Je les pousserai à la ponte ce jour-là. Je le remettrai en cave, je vais pousser dans la cave un peu la ponte, je mets du pollen mélangé à du sirop 50-50. D'accord? En ce moment, je fais des tests sur le varroa, là, parce qu'il y a deux ruches qui sont très infestées, et donc j'ai fait, je sais pas encore mis sur Internet, mais je vais vous dire comment je vais m'y prendre pour pas traiter du tout. Ces ruches-là étaient très infestées. J'ai pas pu supprimer le couvain de mâle, donc elles étaient très infestées. Les deux autres, ça va, je les ai traitées simplement au thymol pour contrôler. D'accord? Sur ces deux ruches-là, j'ai bloqué la ponte en nourrissant à donf avec du sirop 2 pour 1, très concentré. Elles le mettent dans les alvéoles. Dès qu'il y a du couvain qui naît, elles remplissent, il faut mettre dans le nourrisseur couvre-cadre, de la nourriture en permanence. Et à un moment donné, la reine ne peut plus pondre. À ce moment-là, je regarde, quand je vois qu'il y a plus rien, j'écarte mes cadres, je mets un cadre bâti, et la reine se met à pondre. Je pousse à la ponte, je mets dans le nourrisseur cadre, le couvre-cadre, je mets du sirop 50-50, et dans le nourrisseur arrière, parce que j'ai inventé, entre guillemets, le nourrisseur arrière, vous avez vu qu'il y avait les petits bitoniaux là sur les ruches. C'est un nourrisseur arrière, je me suis dit, comment je peux les nourrir sans devoir les sortir dans la cave? Et ben, je me suis dit, je vais prendre un truc pour les oiseaux. Je fais une petite entrée et je mets ça en arrière. Donc c'est très bien, ça m'a évité de la sortir. Et donc, dans ce nourrisseur arrière, je mets carrément du pollen. Et elle le dévore. Donc, vous leur mettiez du pollen, du sirop 50-50, elles partent à la ponte, même en octobre, direct. Vous avez qu'un seul cadre. 15 jours après, je l'enlève, j'élimine presque la totalité de mes varrois. Voilà. Le même jour, je remets un cadre, bâti, pour pas qu'elles aient, parce qu'à cette époque-là, les cirières, ça marche pas trop bien, il faut qu'il soit bâti, et je le repousse à la ponte, et le nouveau cadre sera avec très peu de varrois. Voilà, ça c'est ce que je fais sur 2 ruches, donc j'espère que ça va vraiment marcher et qu'elles n'auront pas chopé une virose en plus. Voilà. 22, j'ai encore 8 minutes, c'est encore des questions? Est-ce que vous avez fait des tests avec différents ruches, Très très bonne question. Dans l'expérimentation, il y avait des ruches varrées. Alors, la ruche varrée est une ruche d'apiculteur qui fonctionne autrement. La ruche varrée, c'est pas fait pour faire la production. La ruche varrée, c'est pour reconstruire au plus près de ce qui se passe pour les essaims dans un mode naturel. D'accord? Et donc, là, sur l'expérimentation, ça a bien marché sur les ruches varrées, pareil. Aucun problème. Mais le plus des ruches varrées, et là, je vais donner un coup de pied dans la fourmilière, c'est que tout le monde connaît des essaims sauvages dans un mur, dans une église, qui depuis des années ne meurent pas. Je lui dis, mais comment ça se fait que les essaims sauvages ne meurent pas du varroa, alors que les nôtres, elles meurent, ça explose. Tout simplement, alors j'ai fait 4 prélèvements, 2 sur des ruches varrées qui avaient été oubliées, juste le corps, d'accord, 2 ans, dans les friches complètes, on défriche ça, il y avait encore des abeilles. Nickel. Je prélève un peu de couvain, je regarde le varroa, que dalle. Moins de 1% de varroa. Les abeilles avaient été laissées toutes seules.
J'ai fait 2 prélèvements sur des ruches. Il y a une vidéo, je vous recommande la voir parce qu'elle est très rigolote en fait, que j'ai faite sur le prélèvement d'un essaim sauvage qui avait niché dans un conduit de cheminée. D'accord? Il m'arrive plein de péripéties, donc je vous conseillais, c'est pas mal. Je sors ça, je regarde le couvain, 0 varroa sur 100 alvéoles. 0 varroa sur 100 alvéoles, moins de 1% de varroa. L'année précédente, j'avais récupéré un essaim pareil dans un grenier, donc sauvage, qui avait battu, c'était des abeilles noires même. Et là, pareil, là c'était à donf. Hein. Je prélèvement du couvain, moins d'1% de varroa. Pourquoi? Ça regroupe exactement les idées que j'ai eues. Pourquoi? Un essaim dans une cavité, souvent il se met où il peut. Souvent il est au nord. Des fois il est au sud, mais souvent il est dans un mur épais ou dans un chêne épais. Et donc il est protégé du soleil. Il a une petite entrée de rien du tout. Le soleil ne rentre pas, ça incite pas les abeilles à sortir. Ensuite il a une petite cavité, la plupart du temps. Donc il essaime énormément. Qui dit essaimage dit rupture de pompe de la reine, qui dit rupture du cycle du varroa. Donc avec ces 3 éléments, protection de la chaleur par les murs épais ou par des écorces épaisses, peu de soleil qui rentre dans la ruche, comme je préconise, et des essaims qui n'arrêtent pas d'essaimer, ben les essaims sauvages, ils ne connaissent pas de problème de varroa. Pas du tout. C'est l'apiculture intensive qui crée le problème, en fait. Et donc, je m'inspire de ces essaims sauvages pour trouver des solutions sans traitement, et on y arrive. Et j'y arrive. Là, sur ce 2 ruches, je pense que ça va être positif, que je vais sauver mes essaims qui sont à 30% en ce moment. Hein. D'accord? 30%. Hein. Donc, les autres qui étaient moins infestés, je me dis, je ne vais pas les déranger, je vais mettre un peu de thymol pour calmer l'histoire, et c'est tout. Voilà. Merci. Merci de m'avoir invité. Bon, c'était 2 ans de boulot quand même. Juste pour terminer, 3 personnes. Gérard Frissinge, vous avez la parole. Non mais c'est à libre disposition en sortant, s'il y en a qui veulent en prendre. Qu'est-ce que tu as amené, Gérard? J'ai amené les marque-pages. On sait une vieille histoire entre nous avec le syndicat. J'ai tapé le livre en gros sur la vie des abeilles que j'en ai un peu. Et ça a commencé il y a pas de design. Et avec Olivier, on avait eu l'idée de faire des marque-pages. C'était gagnant pour les deux, quoi, en gros. Moi, dans toutes mes dédicaces, je les ai sur la table chaque fois que je donne un livre, je marque pas dedans. Donc, de mon côté, celui de l'illustrateur, il y a notre, en gros, le toucher et puis la figure des livres, en gros. Et puis de l'autre côté, c'est le syndicat avec, par exemple, une ruche dans votre jardin, de votre propre bien. C'est possible grâce à nos formations, on s'occupe du tout. 300 personnes formées par an, donc bref, il y a l'école de Toulouse, il y a les contacts. Et on peut faire le QR code aussi. Donc voilà. Et là, je vais retirer le quartier de livre. Et donc à chaque fois, ça permet de rapporter de nouvelles informations et à Olivier de mettre à jour, par exemple, la coopérative ou le syndicat des apiculteurs aussi. À chaque fois, c'est une mise à jour venant d'Olivier, voilà, du syndicat. Voilà, donc vous pouvez prendre des marque-pages si vous voulez pour lire. Et merci à Gérard. Claude, petite page de pub. À côté du marque-page, il y a un petit tunnel vert, voilà. Et ça donne le programme des conférences que l'on fait du 4e trimestre et du 1er trimestre de l'année prochaine. Cette année, elles sont toutes en visio et en présentiel à la fois. Donc, vous allez sur le site internet de l'association Jardin Nature Pirac et vous les trouverez. La prochaine est le 22, hein, je crois. C'est jeudi 22, et on va parler de la biologie des sols et de la biodiversité des sols. Pour ceux qui ont un téléphone, qui soit Apple ou qui soit pas Apple, vous pouvez aller sur l'application Google Store et vous allez trouver l'application qu'a lancée l'association de Piorac. L'association a créé un chemin de la biodiversité autour de la zone qui est entourée de la Piorac, donc c'est dans la vallée. Piorac, c'est pas très loin. C'est un petit circuit qui fait 4 km de long, il y a 17 bornes
peu près toutes les 300 mètres. Et donc à chacune des bornes, ou près de chacune des bornes, si vous changez l'application qui s'appelle Nature Pibra, qui est appliquée sur Google Play, vous allez avoir des infos en 5 langues, avec des photos, avec, voilà, et c'est marathon, si vous n'avez pas envie de lire, en plus on le lit pour vous, voilà, c'est un lu, ça se lit. Et on est en train de travailler pour essayer de mettre ça sur l'Apple Store. Pour ceux qui sont équipés d'iPhone, il va falloir qu'ils attendent un petit peu. Donc on travaille pour ça. Voilà, tout est là-dessus, c'est là-bas, c'est dispo, c'est là-bas, c'est là-bas. Donc de la modernité, bravo Claude pour cette application. Et puis dernière présentation, Alice, si tu veux venir présenter le discours que tu as préparé. Donc Alice, qui est apicultrice, est aussi la nouvelle salariée du syndicat qui travaille depuis jeudi dernier au secrétariat. Donc si vous appelez, si vous écrivez au secrétariat, vous tomberez sur Alice. Comme ça, vous pouvez mettre un visage, puis je lui laisse nous déclamer une présentation. Et par mail, mais je ne répondrai pas encore tout de suite parce qu'on a 7000 mails à trier avant que je puisse répondre. Sauf ceux de Claude, mais tous les autres. Et ben, merci pour votre accueil, en tout cas, c'est très agréable pour nous. Et du coup, je ne vais pas parler 2 heures et je vous attends à la sortie pour vous inscrire pour la Forme 1. Elle est bien. Mais merci Alice. Et puis à la sortie, si vous voulez, vous pouvez retrouver Laure. Il y a quelques madeleines qui ont été faites ce matin là par Cuisine Mode d'Emploi au miel, si vous en souhaitez. Quelques pains d'épices et puis quelques autres choses. Si certains veulent des pots de miel, on en a aussi. On les a pas mis là sur la table, mais si certains ont besoin de pots vides pour mettre le miel, on peut vous en fournir ce soir. Sinon, bonne soirée et on se retrouve le mois prochain. Et si vous pouvez nous aider à ranger les chèvres, c'est top. Bonne soirée.